Normalement, quand tu marches en étant habillé comme ça, il y a deux possibilités. Soit tu es en train de donner une conférence parce que tu es un intellectuel et tu parles d'un sujet que tu maîtrises, soit tu es un serveur dans un bar lunch pour bourgeois d'école de commerce qui sait plus où donner de la tête au moment de l'afterwork. On sait pas si le mec est serveur ou humoriste. On va devoir mettre la bande-son originale pour savoir dans quelle situation on se trouve ici. Mais avant ça, je vous explique le contexte. Comme dans les dernières vidéos sur Rushdie, je vais vous montrer comment il utilise des références et des auteurs qu'il ne maîtrise pas en disant tout et n'importe quoi sur eux pour nous dire qu'au fond, la gauche a tort et la droite a raison. Et bien sûr, il fait ça avec ses grands airs, son costume, son langage châtié. Je broie la langue de Molière, putain de merde! Donc ça passe. Dans l'extrait qu'on va voir, il nous parle de la philosophie des Lumières, qu'il apparente à la gauche, et il va critiquer cette approche et les penseurs des Lumières en nous proposant ce qu'il prétend être une approche de droite qui serait forcément mieux, évidemment. Alors il commence l'intervention par un truc qui m'a fait tout de suite halluciner et qui va faire bondir tous les philosophes qui regardent cette vidéo. Il dit ça. La gauche va se focaliser sur la notion de la raison. Mais vous savez, au XVIIIe siècle, la raison va se mettre à être idolâtrée. C'est-à-dire que la raison, le principe de la raison, c'est-à-dire de l'entendement, de nos pures constructions intellectuelles, de ce que l'on peut concevoir comme mathématiques, comme géométrie, comme choses qui nous viennent uniquement de l'esprit, eh bien, cette raison-là va se mettre à devenir quelque chose de divin, de divinisé en tout cas. Vous avez pas entendu ce qui cloche ? Rushdie commence son exposé sur les Lumières en définissant la raison, ce qui est plutôt une bonne idée, mais il nous dit la raison, c'est-à-dire l'entendement. Alors que justement, les Lumières aboutissent à bien séparer les deux concepts en philosophie. C'est la base de la base. Si vous dites entendement au lieu de raison, et inversement dans un oral sur Kant, qui est l'un des plus grands, voire le plus grand philosophe des Lumières, vous n'avez pas la moyenne, c'est la première ligne du premier cours. Raison et entendement sont différents. Kant, dans sa critique de la raison pure, nous dit « l'entendement, c'est le pouvoir des connaissances ». Il nous dit aussi plus tard que c'est le pouvoir des concepts. C'est la faculté de l'esprit qui permet de classer, d'analyser, de conceptualiser des intuitions sensibles, donc les intuitions qu'on a à partir de l'expérience sensible, du monde réel, empirique, indépendamment des valeurs et des principes moraux. L'entendement est lié à la perception, à la compréhension empirique, à l'organisation des informations sensorielles pour leur donner du sens pour le sujet. C'est lui qui permet la compréhension concrète du monde qui nous entoure. Schématiquement, j'ai envie de vous présenter ça en disant que l'entendement il est froid. Alors qu'au contraire, pour Kant, la raison, c'est le pouvoir des principes. C'est elle qui nous permet de formuler des grands principes, des idées générales qui guident notre compréhension et notre interprétation du monde. Par exemple, le fameux impératif catégorique, qui est un principe moral universel pour Kant et qui est censé guider nos actes. La raison nous permet de voir les relations entre différentes informations isolées et nous permet d'appréhender l'expérience dans son ensemble. C'est donc elle qu'on utilise pour prendre des décisions éclairées. Elle intervient lorsque nous évaluons la validité logique d'un jugement, lorsque nous formons des jugements de valeur et des jugements moraux, et lorsque nous appliquons des principes universels à nos jugements, que nous voulons réfléchir sur des questions métaphysiques par exemple. Schématiquement, on pourrait dire que la raison est chaude. Rencontre les raisons les plus chaudes de ta région. Donc contrairement à ce qu'avance Rushdie, les deux ne sont absolument pas synonymes et n'ont rien à voir, et le pire, c'est que Rushdie rajoute à la fin de l'extrait ce qu'il entend être un troisième synonyme. Il nous dit que la raison serait pour lui l'entendement et aussi la raison pure, un troisième concept qui renvoie lui aussi à Emmanuel Kant. L'auteur nous dit dans sa critique de la raison pure, la raison étant en effet le pouvoir qui nous fournit les principes de la connaissance a priori, la raison pure est par conséquent celle qui contient les principes nous permettant de connaître quelque chose absolument a priori. Connaître quelque chose a priori pour Kant, en fait, ça veut dire le connaître a priori, ça veut dire avant, donc ça veut dire la connaître avant l'expérience sensible. Donc la connaître sans passer par l'expérience du monde concret, et c'est à l'opposé de ce qu'il appelle une connaissance a posteriori, c'est-à-dire avec l'expérience concrète. On va utiliser la raison pure, donc raisonner a priori, sans expérience concrète, quand on se pose des questions métaphysiques, par exemple. Si je me pose la question de l'existence de Dieu, je le fais pas juste en regardant le monde autour de moi, c'est un raisonnement a priori. Et j'utilise donc la raison pure. La raison pure, chez Kant, vraiment si on voulait être synthétique, c'est la capacité à raisonner et à connaître indépendamment de l'expérience sensible. C'est donc l'inverse des connaissances qui passent par notre entendement,
alors que Rushdie cite l'entendement comme synonyme de la raison et de la raison pure. Vous avez vu, ça inspire vachement confiance pour quelqu'un qui prétend nous faire une introduction à la pensée des Lumières, c'est vraiment super, ça nous mélange pas du tout, vraiment c'est parfait. Le gars arrive à amalgamer 3 des concepts les plus importants du XVIIIe siècle, comme s'ils étaient synonymes, alors qu'il y en a 2 qui sont plus ou moins opposés en plus. Mais bon, il a un costume, et j'ai pas l'impression qu'il serve des mojitos, donc il a sûrement raison. Bref, après ça, on passe au cœur de son propos. Rushdie dénonce la mise en avant de la raison au XVIIIe siècle. Tandis qu'au XVIIIe siècle, les digues sautent et on se met à vouloir tout changer par l'exercice de la raison. C'est-à-dire qu'il faut raisonner et rationaliser tout, y compris et surtout donc la société, la politique et la façon dont les hommes s'organisent. Alors j'en parle beaucoup dans mon livre parce que c'est vraiment un des clivages les plus importants, mais donc en 1687, donc à l'aube du XVIIIe siècle, enfin juste avant le XVIIIe siècle, sort le Philosophia Naturalis Principia Mathematica de Newton, Leibniz invente le calcul infinitésimal, et bon bref, on se met d'un coup, toute la société des Lumières se met à entrer dans une sorte de folie collective qui lui fait croire que tout est transposable en langage mathématique. Toute la nature, tout ce qui existe dans le monde est transposable en mathématiques, donc on peut rationaliser, c'est l'esprit rationaliste français, on peut rationaliser le monde et on peut apprendre donc par la raison. Et vous savez, il y a cette idée que Descartes, donc Descartes, créateur du rationalisme français, et qui malheureusement infusa quelque chose de assez pervers dans l'esprit français, contre l'esprit empiriste anglais dont je vais vous parler. Descartes pensait que l'on pouvait tout comprendre du monde, je caricature, mais c'est comme ça, en s'enfermant simplement dans une chambre, et en éteignant les lumières, et en réfléchissant simplement. On pouvait concevoir le monde par sa seule raison, et tout rationaliser par sa seule raison. Ici, c'est ce que je vous disais, il nous parle des Lumières, et de la raison qui va avec, donc de la pensée de gauche, comme d'un délire, d'un effet pervers sur la société de vouloir tout réduire aux mathématiques. Et donc, contre les immenses dangers que représente la raison, Julien va proposer la solution de droite, qu'il associe à l'empirisme et à la tradition anglaise. Tandis que la tradition anglaise, on va dire, pour simplifier, c'est une tradition empirique, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas par la raison pure, mais on apprend par l'expérience, on apprend par le tâtonnement, on apprend par ce que l'on peut constater par nos vies, par, encore une fois, l'expérience. Et c'est 2 façons de voir les choses, et pour le coup, la pensée de droite, même si elle accorde bien sûr une place importante à la raison, a tendance, à travers la raison même, à reléguer tout de même un peu la raison, à la manière d'un riche qui fera un point d'honneur que de mépriser un peu l'argent. Ce n'est pas parce que la droite n'est pas raisonnable, c'est pas parce que la droite est irraisonnable, parce qu'elle est bête, qu'elle méprise un peu la raison. C'est justement parce qu'elle a beaucoup de raisons, qu'elle sait que la raison a ses limites et qu'il faut en tout cas instituer des limites à la raison pure. Ici, Rushdie conclut magnifiquement cette séquence de buts contre son camp en nous disant que la droite a compris que la raison pure, c'était trop abstrait, et donc qu'il fallait aussi tenir compte de l'expérience. Sauf que ça, Julien, critiquer la raison pure, c'est justement ce que fait Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure, donc dans un des plus grands livres des Lumières, qu'on a déjà cité. Donc c'est pas la droite qui fait les anti-lumières, mais c'est les Lumières. Les Lumières aboutissent à la critique de la raison pure, c'est aussi simple que ça. Et donc si on suit ton raisonnement, c'est la gauche qui fait la critique que tu prétends être de droite. Le truc, c'est que comme d'hab, par ignorance ou par mauvaise foi ou les deux, Rushdie donne des positions intenables à ses adversaires. Il nous dit la gauche et les Lumières pensent qu'on peut tout régler par la raison pure, par les mathématiques, indépendamment de la réalité concrète. Sauf qu'en fait, personne ne dit ça. Les Lumières, c'est justement le développement de la science et de l'encyclopédie, donc qui se base quand même sur la réalité concrète et sa compréhension. Face aux croyances et à la religion, entre l'encyclopédie et la religion, entre les croyances et la science, ceux qui sont dans la pureté des idées, c'est quand même plutôt la religion et les croyances, et ça, c'est plutôt la droite qui défend ça. Au contraire, Kant, qui représente l'aboutissement du siècle des Lumières, nous dit bien que la raison pure est limitée, et que pour produire des connaissances sur le monde réel, l'homme a besoin d'expériences sensibles et de la raison. La raison sans l'expérience sensible pour la nourrir ne produit pas la connaissance, et l'expérience sensible sans la raison pour l'ordonner ne le permet pas non plus. Kant va ainsi dépasser les rationalistes dogmatiques qui prétendaient tout expliquer par la raison indépendamment de l'expérience comme Spinoza ou Descartes, et les empiristes anglais qui pensaient que toute la connaissance découlait de l'expérience comme John Locke ou David Hume. Kant montre que le sujet de la connaissance n'est ni quasi divin, pouvant tout savoir indépendamment de l'expérience du monde, comme chez les dogmatiques, ni totalement passif et soumis au monde extérieur, comme chez les empiristes. Au contraire, il montre que le sujet de la connaissance est actif dans un processus de connaissance basé sur sa raison et son entendement, à partir de données de l'expérience sensible. C'est la fin des vieux courants de pensée de l'Ancien Régime. Avec Kant s'ouvrent les courants de pensée modernes. C'est ce qu'on appelle souvent la révolution copernicienne de Kant. Bon, je m'emporte peut-être en vous parlant de tout ça, mais c'est pour vous dire que, en fait, c'est majeur pour quelqu'un qui se prétend philosophe et qui veut parler des Lumières, de raison, d'entendement, de raison pure.
Passer à côté de ça, en fait, c'est être un imposteur. Il n'y a pas d'autre possibilité car on ne peut pas faire l'impasse sur Kant pour connaître ensuite la philosophie moderne. En fait, toute la philosophie moderne se base à partir de Kant. Je veux bien être gentil et ouvert d'esprit, mais c'est pas possible. Parce que pour comprendre les auteurs d'après Kant, faut toujours savoir s'il se place contre Kant, s'il le critique, s'il se place dans sa continuité. Et si on comprend pas ça, en fait, on comprend pas grand-chose. Donc maintenant, on a la réponse à notre question de l'introduction, et j'ai bien peur que Rochdy soit en réalité serveur dans un bar pseudo-branché à 12 € le cocktail. Désolé si je brise un mythe. Je vous laisse vous abonner, mettre la cloche pour voir les prochains épisodes. Du très très lourd arrive dès dimanche prochain. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce format, qui est un format un peu plus court que les autres formats de ma chaîne. C'est nouveau, donc dites-moi si vous aimez pas en commentaire. Je lis tout, même quand je réponds pas, parce que j'ai pas toujours le temps de répondre. Vos retours m'aident. Sur ce, je vous dis à plus, et si je croise des gens cet été sur la plage avec la critique de la raison pure et un stabilo, je saurai que c'est vous. Des continents intellectuels, même comme le marxisme, ou même on crée même un langage, on crée même une rhétorique très particulière où tout devient un petit peu jésuistique, c'est-à-dire incompréhensible.